à nous, nous allons consacrer l'heure qui suit à la question suivante. Quelles compétences devons-nous valoriser aujourd'hui pour être performants demain? Et pour répondre à cette question, nous avons la chance d'avoir avec nous ce soir Monsieur Nicolas Bouzou. Monsieur Nicolas Bouzou, économiste et essayiste français, fondateur et dirigeant du cabinet Asterès, directeur d'études au sein du MBA Law et Management de l'Université de Paris de Assas. Il a également créé le Cercle de Belém, qui rassemble des intellectuels européens, libéraux et progressistes, et il est le président des Rencontres de l'avenir de Saint-Raphaël. Nicolas Bouzou est aussi régulièrement publié dans la presse écrite française et étrangère et auteur d'une douzaine d'ouvrages, dont l'un des derniers en date, Sagesse et folie du monde qui vient, comment s'y préparer, comment y préparer nos enfants, coécrit avec Luc Ferry aux éditions XO. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir sur scène Monsieur Nicolas Bouzou. Alors la question que vous m'avez posée, c'est quelles sont les compétences à valoriser aujourd'hui pour entrer dans l'économie de demain? Eh bien, il y a 3 compétences à valoriser dès aujourd'hui: la tête, le cœur et la main. Voilà. Et donc c'est ça ce que je vais développer ce soir. Alors pour comprendre pourquoi est-ce qu'il faut développer ces 3 compétences, il faut partir de la mutation technologique. Et le débat, en effet, entre nos 2 amis était très, très intéressant parce qu'il évoquait au fond la question de l'intelligence artificielle et de l'impact que l'intelligence artificielle va avoir sur un métier, concrètement, qui est le métier de commercial. Mais quand on traverse le type de vague d'innovation que nous traversons aujourd'hui, donc cette 3e révolution industrielle, qui n'est pas simplement celle de l'intelligence artificielle, hein, mais qui est la convergence de plusieurs types de technologies, et qui est la convergence, pour être précis, de 4 types de technologies, hein, les technologies du numérique, les technologies de la robotique, les technologies de l'intelligence artificielle et les technologies qui vous intéressent moins, mais qui ont pourtant un pouvoir disruptif colossal, qui sont les biotechnologies, dont on va beaucoup entendre parler ces prochaines années. Le débat, d'ailleurs, au passage, tout à fait intéressant, qu'on soit pour ou contre, mais sur l'extension de la PMA, étant un minuscule prélude de tous les débats que nous connaîtrons ces prochaines années sur les questions de filiation, par exemple, parce que les technologies avancent tellement vite que très rapidement, des questions assez inattendues, à mon avis, vont se poser. Donc, ce que l'on connaît aujourd'hui, c'est la convergence de ces 4 types de technologies et une vague d'innovation. Alors, pour reprendre un peu le vocable des économistes, l'innovation, ce n'est pas simplement des nouveaux produits, ce n'est pas simplement des nouveaux services, ce n'est pas des choses qui arrivent simplement en plus. C'est ce que les économistes appellent un mouvement de destruction créatrice. Donc, ce terme de destruction créatrice dit bien ce que ça veut dire. Vous avez certes de nouveaux produits, de nouveaux services, mais qui remplacent d'anciens produits et d'anciens services. Donc vous avez une nouvelle économie qui se substitue quand même en partie à une ancienne économie. C'est ça qui est un peu anxiogène d'ailleurs, hein. C'est qu'on a ce phénomène de changement, ce phénomène de mutation. Alors certains d'entre nous sont complètement enthousiastes, on trouve ça super, parce qu'il y a de nouveaux métiers, il y a de nouveaux types de jobs, il y a des jobs qui explosent, qui n'existaient pas il y a 15 ans, community manager par exemple. C'est évident, ça ne pouvait pas exister avant les réseaux sociaux, et aujourd'hui c'est un métier en tension, donc voilà, il y a des côtés qui sont super excitants. Moi je travaille dans l'économie spatiale, alors là, plein de métiers qui sont en train d'apparaître, et il y en aura encore plus demain, donc des choses complètement nouvelles. Moi, ma fille, elle veut être astronaute, elle a raison, parce qu'elle a 13 ans, dans 20 ans, la demande d'astronaute sera super forte. Donc, puis en plus, ça, c'est un métier vraiment excitant, pour le coup. Pas... Bon. Donc voilà, il y aura plein de nouvelles choses, donc ça, c'est super, mais il y a aussi, évidemment, des métiers qui sont bousculés. Alors, il y a des métiers qui vont disparaître. D'ailleurs, ça m'amuse d'être ici parce que vous savez qu'on a tous croisé quelqu'un dont, je pense, il doit rester, mais qui occupe un métier, il doit en rester, allez, 50 dans le monde. C'est le seul métier. Il y a eu des études qui ont été faites donc, sur les vagues d'innovation et sur l'apparition et la disparition des métiers. Et il y a très peu de métiers qui ont complètement disparu. Quel est le métier qu'on a tous croisé et qui a mais complètement disparu, alors sauf à la Tour Eiffel, voilà, mais un cas mais complètement exceptionnel. Ouais, j'ai entendu. Liftier, exactement. Liftier, quand on regarde les rares métiers qui ont disparu, complètement disparu au XXe siècle, vous avez les lavandières, vous avez les liftiers. Voilà. Bon, alors là c'est le contre-exemple, puisqu'il y en avait un ou deux dans l'ascenseur.
Mais donc vous avez des métiers qui apparaissent, des métiers qui disparaissent, vous avez surtout, c'est surtout ça l'enjeu, des métiers qui changent. Et donc, voilà, vous avez quand même un truc qui est à la fois génial et anxiogène. C'est les deux, la destruction créatrice. Il ne faut pas dire simplement, y compris dans le débat public ou dans le débat politique, il ne faut pas simplement dire « Oh, c'est génial tout ce qui se passe parce que c'est un nouveau monde et tout est bien ». Non. En même temps, il ne faut pas dire « C'est horrible, c'était mieux avant ». Parce que non. Parce que l'avant-hier, en fait, c'est moins bien que community manager. C'est moins bien payé, c'est plus pénible, etc. Donc, c'est les deux à la fois. C'est super et flippant. Voilà. C'est les deux. Et si on veut faire en sorte que les gens l'acceptent, que ce soit au niveau de la société ou au niveau de l'entreprise, il faut un discours en termes de RH, ou un discours politique au niveau d'une nation, qui soit très, très particulier. Ce que je dis là n'est pas quelque chose de nouveau. Évidemment, des vagues d'innovation, si on parle de troisième révolution industrielle, c'est basiquement parce qu'il y en a eu au moins deux avant. La deuxième révolution industrielle, alors en effet, là, on est au cœur du symbole de la deuxième révolution industrielle. Donc, alors en France, on a un très joli terme d'ailleurs pour la deuxième révolution. Vous savez comment on appelle ça, la deuxième révolution industrielle en France? Cette période qui commence en 1895 et qui s'arrête avec la crise des années 30. Alors il y a l'interruption évidemment de la Première Guerre mondiale, mais le cycle d'innovation s'arrête dans les années 30. On appelle ça la Belle Époque. D'accord? Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça la Belle Époque en France? Parce que la France était la Californie, c'était la Silicon Valley de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. C'était vraiment là que se tournaient tous les regards, parce que c'est là qu'il y avait le plus de constructeurs automobiles, parce que c'est là qu'il y a eu les premiers avions, parce qu'il y avait les montgolfières, etc. Donc on avait vraiment... La France était un pays très créatif, en pointe de l'innovation. Première révolution industrielle, alors elle commence dans les années 1775. Alors là, pour le coup, la France a été moins performante, parce que, comme vous savez, on a eu, à partir de la dernière partie du XVIIIe siècle, quelques événements politiques qui nous ont fait prendre un peu de retard dans la prospérité. Ça a fait la Révolution, la Terreur, la Restauration, l'Empire, les guerres napoléoniennes. Donc, on a eu la croissance en 1850, là où l'Angleterre l'a eu en 1775. Donc là, pour le coup, on a pris un peu de retard. Mais toutes ces révolutions industrielles, ce sont des phénomènes de destruction créatrice avec cette nouvelle économie qui se substitue partiellement à cette ancienne économie. Et toujours, on se pose des questions sur l'emploi. On se pose même des questions, si je veux commettre un anachronisme, sur les RH. Parce que, comme vous l'avez parfaitement montré en prenant l'exemple du métier de commercial, toutes les technologies, toutes les grandes vagues de technologie, elles bousculent les façons de travailler. Et il y a toujours une crainte qui ressurgit, mais depuis très longtemps. À la limite, depuis que le travail a une connotation positive dans nos sociétés, c'est-à-dire depuis, très schématiquement, en l'an zéro, depuis le début de la chrétienté. C'est depuis ce moment-là que le travail a une connotation positive. Avant, sous l'Antiquité, le travail, c'était les esclaves, c'était négatif. Donc, à partir de la chrétienté, le travail acquiert une connotation positive, parce que Dieu travaille, tout simplement. Enfin, il se repose le 7e jour, donc vous pouvez en déduire qu'il travaille 6 jours sur 7. Et du coup, quand le travail acquiert une connotation positive, on a peur de le perdre. On a peur que la technologie supprime le travail. Et si la technologie supprime le travail, on a peur d'entrer dans une société qui est déshumanisée. Donc vous voyez que c'est un débat qu'on a aujourd'hui. Il y a cette crainte aujourd'hui. Quand vous regardez les séries Netflix sur l'avenir, elles vous disent, grosso modo, l'intelligence artificielle va décider pour nous, elle va prendre notre job et on va devenir des zombies. Et si vous regardez Black Mirror, c'est ça. Et on va devenir des esclaves des robots de l'intelligence artificielle qui en plus vont se rendre compte qu'on est inutile et du coup ils vont nous exterminer. Donc, mais cette crainte, c'est quelque chose qui existait il y a 2000 ans. Quand Vespasien, un des premiers empereurs romains, a voulu reconstruire Rome, qui avait été détruite par Néron, vous savez, qui avait été brûlée en partie par Néron, il ne voulait pas qu'on utilise des grues. Enfin, il ne voulait pas qu'on utilise des innovations dans le domaine des travaux publics. Parce qu'il disait, ces innovations, elles vont se substituer au travail. Et donc mes ouvriers romains qui travaillent, alors c'est sûr que c'est dur, ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, mais enfin au moins ils travaillent, ils ont une dignité, ils peuvent manger, ils peuvent donner à manger à leurs enfants, etc. Ça, ils vont le perdre. Et donc il ne faut pas reconstruire Rome avec des machines. Il faut que tous les gens bossent, et tant pis, ce sera très dur, il y en a qui vont mourir parce qu'il y a des colonnes qui vont s'écrouler sur eux, mais il vaut mieux ça. Donc vous voyez que
cette crainte, c'est quelque chose qui a toujours existé, qui d'ailleurs a pu, dans l'histoire, donner lieu à des mouvements de violence. On a connu ça, en France, on a connu ça. La révolte des canuts, par exemple, au XIXe siècle, vous savez, les canuts, certains d'entre vous habitent Lyon peut-être, la révolte des canuts, ça se passait dans le quartier de la Croix-Rousse. Alors, à l'époque, c'était une ville indépendante. Et de quoi s'agit-il? Qui sont les canuts? Les canuts, ce sont des sous-traitants de la soie, des ouvriers, des sous-traitants de la soie, qui perdaient leur job parce que ce qu'on appelait à l'époque les soyeux, c'est-à-dire ceux qui fabriquaient des vêtements de soie, ils ont décidé d'acheter des machines et d'intégrer verticalement la production chez eux. Ils se sont dit, on ne va plus faire appel à des sous-traitants, on va produire nous-mêmes. On va produire tout le tissu, on va produire tout le vêtement. On ne va pas acheter des morceaux à des sous-traitants, on ne va pas acheter des vêtements à des sous-traitants, on va tout faire nous-mêmes. Donc les canuts se sont retrouvés sans métier, et donc ils se sont mis à saboter les machines. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez d'où ça vient, saboter les machines? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire casser la machine avec les sabots. D'accord? Et les canuts, vous savez d'où ça vient? Vous savez ce que c'est, la cervelle de canut? C'est du fromage blanc entrée de gamme avec des herbes. Et donc c'était une insulte, en fait, des entrepreneurs envers les ouvriers, qui disaient « vous avez des cervelles de canut ». C'est-à-dire que vous êtes idiots, vous ne comprenez rien à la modernité, à la technologie, à la destruction créatrice schumpeterienne. Voilà, ça voulait dire quelque chose de cet ordre-là. Donc, vous voyez, on est toujours un peu mal à l'aise, enthousiaste et mal à l'aise dans ce type de période. Et pourtant, le travail ne disparaît jamais. Parce que le travail humain ne peut pas disparaître. À une condition, c'est que les humains soient suffisamment astucieux pour faire des choses différentes des machines. Et là, vous vous dites, il enfonce une porte ouverte, sauf que la vérité, c'est que dans vos entreprises, très souvent, tout est fait pour que les humains se comportent comme des machines. Et c'est là où, en effet, il peut y avoir un danger. Parce que si l'idée, c'est d'avoir des humains qui sont des intelligences artificielles en moins bien, il faut prendre des intelligences artificielles. Pas recruter des humains qui demandent des salaires, il faut payer des charges, ils sont syndiqués, etc. C'est pas... Non, mais ils sont malades, c'est quand même une galère, quoi. Donc, si c'est pour faire la même chose, il ne faut pas prendre d'humains. Il faut recruter des humains pour faire des choses humaines. C'est-à-dire pour faire des choses qui sont des choses différentes de la technologie. Et là, nous arrivons aux notions dont je parlais dans mon introduction. La tête, le cœur et la main. De quoi s'agit-il précisément? L'intelligence artificielle, vous en avez parlé. L'intelligence artificielle, tout le monde en parle, mais en fait, c'est une technologie qui n'est pas très connue. L'intelligence artificielle, c'est assez simple. C'est un très vieux terme. C'est un terme de 1957 qui date des débuts de l'informatique contemporaine. Pourquoi? Parce que dès qu'on a eu des ordinateurs, eh bien, on a eu cette idée de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire cette idée selon laquelle des ordinateurs pouvaient faire des analyses, analyser un environnement, analyser des données, et à partir de cette analyse de données, prodiguer des conseils, ou même, pourquoi pas, prendre des décisions. C'est ça l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un faux ami, parce qu'on a l'impression que c'est de l'intelligence humaine artificielle. C'est pas du tout ça. C'est complètement différent. C'est un faux ami très grave, qui a des conséquences délétères en matière de compréhension du marché du travail et de compréhension du management. C'est la première fois d'ailleurs dans l'histoire de l'innovation qu'on dit d'une innovation, c'est un truc artificiel. Certains d'entre vous sont venus en avion. Vous n'êtes pas venus en oiseau artificiel. D'accord? Et si on n'appelle pas un avion un oiseau artificiel, c'est parce que, fondamentalement, il n'y a aucun point commun entre un avion et un oiseau. Alors je sais que c'est la mode, on repeint tout en vert, souvent à juste titre, mais pas toujours, donc c'est la mode de ce qu'on appelle le biomimétisme, c'est-à-dire qu'on va résoudre tous les problèmes de l'humanité en regardant comment fonctionnent les arbres et les animaux. Alors heureusement qu'on n'a pas fait beaucoup ça, parce que ça ne marche pas bien. Dans l'aéronautique, ceux qui ont essayé de faire ça, ils sont tous morts. Ils se sont mis des ailes, ils sont partis d'une falaise, et ils ne sont plus là pour témoigner que ça ne marche pas.
Et un avion n'a absolument rien à voir avec un oiseau. Un oiseau n'a pas de réacteur, il n'y a pas de train d'atterrissage, il n'y a pas de cockpit, il n'y a pas de pilote dedans. Et les ailes ne servent pas du tout à la même chose. Un avion ne peut voler que grâce à la vitesse. Donc, alors qu'il y a des oiseaux qui ne vont pas très vite et qui volent. Donc, c'est deux technologies complètement différentes. C'est la même chose entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, et ça c'est très important, vous allez voir qu'il y a des conséquences très concrètes en matière de management. L'intelligence artificielle, elle sait résoudre un problème précis, concret, si on lui donne toutes les données. C'est ça. La voiture sans chauffeur, dont vous avez parlé. Qu'est-ce que c'est une voiture sans chauffeur? C'est pour ça que ça m'intéressait beaucoup. C'est l'archétype du produit de la troisième révolution industrielle. C'est du numérique, une intelligence artificielle et un robot qui a des roues. C'est ça. Une voiture sans chauffeur, c'est des capteurs qui vont récupérer des données partout. Ces données, elles sont analysées par des algorithmes qui en tirent une décision. Accélérer, tourner à droite, tourner à gauche, freiner, ralentir, etc. Donc, c'est formidable. Ça marche très bien. Ça fait beaucoup moins d'accidents que les humains. Une voiture sans chauffeur, elle sait bien mieux conduire qu'un être humain. Mais quel est le problème fondamental d'une voiture sans chauffeur? Elle ne sait rien faire d'autre que faire la voiture. Elle ne sait rien faire d'autre que faire la voiture. Si vous êtes dans une voiture sans chauffeur et que vous avez un gilet jaune qui arrive avec une hache pour vous agresser parce qu'il vous a reconnu, elle ne va pas vous défendre. Voilà, elle ne sait pas. D'accord? Si vous avez quelqu'un d'autre, il pourra éventuellement vous défendre. Elle ne sait pas. Donc, mais elle sait résoudre ce problème concret, très précis, aller d'un point A à un point B en optimisant le trajet sans tuer personne. Ça, elle sait faire mieux que nous. L'intelligence artificielle, c'est un algorithme qui utilise des données pour résoudre un problème précis. Et c'est déjà génialissime. Il y a deux biais cognitifs quand on parle d'intelligence artificielle. Il y a deux erreurs. L'erreur de sous-évaluation et l'erreur de surévaluation. L'erreur de sous-évaluation, c'est l'intelligence artificielle, c'est moins important que l'électricité, ça aura moins de conséquences, etc. On est au début, donc on ne peut pas dire ça. Et deuxième biais, deuxième erreur, erreur de surestimation. Black Mirror. L'intelligence artificielle, elle est beaucoup plus intelligente que nous, elle va se rendre compte qu'elle est plus intelligente que nous, qu'elle n'a pas besoin de nous, et donc ça va mal se terminer, elle va nous exterminer. Bon. Non, c'est ni l'un ni l'autre. C'est entre les deux. L'intelligence artificielle, c'est un outil incroyablement puissant. Je travaille beaucoup dans le domaine de la santé. L'intelligence artificielle, en matière de diagnostic médical, elle sait faire aujourd'hui mieux qu'un médecin. Pour beaucoup de pathologies. Moi, je travaille beaucoup sur la cancérologie. En matière de cancérologie, l'intelligence artificielle, elle est meilleure. Pourquoi elle est meilleure? Prenons le cas d'une pathologie courante, le cancer du côlon. Les médecins généralistes voient un cancer du côlon en moyenne par an. Ça veut dire que dans leur carrière, ils en voient 40. C'est très peu. Ils ont une base de données de 40 personnes. Donc c'est très peu. Une intelligence artificielle, vous pouvez lui en mettre dans la base de données, vous pouvez lui en mettre des millions. Vous pouvez lui mettre toutes les images qui existent sur le sujet du monde. Elle va tout voir. Alors, pour un cas standard, c'est pas grave, le médecin sait faire. Mais où il va louper le truc, c'est pour le cas pas standard. Personne jeune, qui a une bonne hérédité, etc. Et là, l'intelligence artificielle va être meilleure. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin de médecin? Mais non, bien sûr que non. Ce que vous avez dit, c'est comme les commerciaux. Ça veut dire simplement qu'il faut apprendre à l'utiliser comme outil. Alors les médecins sont des professions libérales pour l'essentiel, mais ça veut dire qu'en termes de management, il faut former des gens et leur valoriser des compétences qui sont différentes de l'intelligence artificielle. Un dernier mot sur l'intelligence artificielle pour bien me faire comprendre. Vous allez voir, c'est un exemple qui est très éclairant et qui va nous emmener à la question du management. Est-ce que vous avez... Alors c'est un exemple qui n'est pas de moi, hein, que je tire d'un livre qui vient de sortir d'ailleurs en français il y a quelques jours, un livre d'un investisseur chinois qui s'appelle Kai Fu Lee, et le livre, alors je ne sais plus comment il est traduit en français, mais en anglais il s'appelait AI Superpowers, les super pouvoirs de l'intelligence artificielle. Et il raconte un truc que je ne connaissais pas, mais qui explique de façon très pédagogique la différence entre une intelligence artificielle et une intelligence humaine. Est-ce que vous avez entendu parler de quelqu'un qui s'appelle Nigel Richards? Non, c'est normal. Parce que ça n'a aucun intérêt. C'est le champion du monde de Scrabble. Voilà. Le truc le plus mortel de la vie, quoi. Et alors vous allez voir que cet exemple montre à quel point le Scrabble est un jeu idiot. Voilà. Nigel Richards est le champion du monde de Scrabble.
Est-ce que vous connaissez la spécificité du championnat du monde de Scrabble? Il se joue en français. Il est organisé en France, il se joue en français. Et Nigel Richards est néo-zélandais. Alors, comment faire quand vous êtes néo-zélandais pour gagner au Scrabble en français? Alors, si on ne réfléchit pas trop, on va dire, bah, il suffit d'apprendre le français. Bah non, apprendre le français, c'est un investissement colossal et surtout, ça ne vous donne absolument aucune garantie de gagner au Scrabble. Donc, qu'a-t-il fait? Eh bien, il a appris par cœur les 320 000 mots du dictionnaire. Du coup, il a battu tout le monde. Parce que le Scrabble, c'est très simple. C'est utiliser les mots du dictionnaire, si possible, en utilisant le plus les lettres qui sont éloignées du début de l'alphabet. Parce que, grosso modo, la règle algorithmique, c'est qu'il faut maximiser le nombre de points, comme dans tous les jeux, et le nombre de points dépend de la distance à la lettre A. Très schématiquement, c'est ça. Donc si vous êtes bon en calcul mental, et si vous connaissez tous les mots du dictionnaire, vous êtes absolument certain de gagner au Scrabble. Mais Nigel Richards, il ne parle pas un mot de français. Enfin, il parle un mot, mais pas deux. Il ne sait pas les aligner. Est-ce que dans vos entreprises, vous avez besoin de Nigel Richards? Ben non, évidemment, c'est complètement stupide. Ça n'a aucun intérêt. C'est quelqu'un qui ne vous sera jamais utile. Vous avez besoin de gens qui ne savent pas faire ce que savent faire les robots, les outils numériques et l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que vous avez besoin de gens qui sont créatifs, vous avez besoin de gens qui savent gérer des interactions sociales, vous en parliez tout à l'heure, et vous avez éventuellement pour certaines professions besoin de gens qui savent se servir de leurs mains. Je passe rapidement ces trois aspects. La tête, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas élitiste, ça veut pas forcément dire qu'on a besoin de gens qui ont un QI de 145, c'est pas ça. C'est que nous, on conduit moins bien qu'une voiture sans chauffeur, mais on sait faire plein d'autres choses. Et surtout, on sait résoudre tout un tas de problèmes qui peuvent se poser quand vous êtes dans une voiture et qui n'ont rien à voir avec la conduite. C'est là où on est très fort. C'est qu'un salarié, il peut résoudre tout un tas de problèmes. Souvent, il ne le fait pas à cause de vous. Il ne le fait pas parce que vous lui dites « Ton métier, c'est de faire ce job, donc tu ne fais pas autre chose. » Et comme vos organisations sont compliquées et qu'elles sont en silo, il ne sait même pas à qui faire appel pour résoudre un problème qui se pose à lui. Et donc, vous recréez par les silos et par le management des gens qui se retrouvent à faire ce que pourraient faire des intelligences artificielles plus facilement. Un exemple concret, pardonnez-moi, je l'ai déjà cité, je suis désolé, mais j'en ai pas trouvé de mieux. Très rapidement, j'arrive dans un magasin pour acheter du... Alors ça fait un peu Marie-Antoinette qui va au potager, mais je suis allé dans un magasin de bricolage. Incroyable comme expérience. Et alors, il n'y avait pas de caddie. Bon. Et donc, le vigile me dit, il n'y a pas de caddie, demandez à l'accueil. L'accueil me dit, il n'y a pas de caddie, demandez à une caissière. La caissière me dit, il n'y a pas de caddie, demandez au service après-vente. Et le service après-vente me dit, il n'y a pas de caddie. Mais le problème dans cette entreprise, c'est qu'il n'y a pas de responsable des caddies. Et ça c'est d'une profondeur abyssale en termes de management. Ça veut dire que dans cette entreprise, pour que quelqu'un aille chercher un caddie, il faut qu'il soit responsable des caddies. Alors là, comprenez bien que c'est mort à l'ère de la troisième révolution industrielle, parce que, évidemment, une entreprise n'a pas besoin d'un responsable. C'est idiot d'avoir un responsable des caddies. Évidemment, ça n'a pas de sens. Elle a besoin d'avoir un vigile qui peut aller chercher un caddie. C'est ça, ce dont elle a très précisément besoin. Donc c'est ça, hein, l'idée de casser les silos et d'avoir une vision systémique des choses. Et Elon Musk avait envoyé, vous pouvez retrouver ça très facilement sur Internet, Elon Musk avait envoyé dans le cadre de Tesla un email il y a quelques années à ses collaborateurs en leur disant, dans les entreprises dans lesquelles vous travailliez avant, quand un problème se posait à vous, eh bien, vous cherchiez toujours quelle était la personne qui pouvait répondre à ce problème et vous ne trouviez pas, vous demandiez à votre manager qui contactait le manager de la personne en question et le problème n'était jamais résolu. Moi, ce que je vous demande, c'est d'essayer de résoudre le problème vous-même. Première chose, si vous ne pouvez pas le résoudre, vous court-circuitez vos managers, c'est votre devoir, vous les court-circuitez et vous allez voir la personne qui peut résoudre le problème. Voilà.
Et si vous ne le faites pas, parce qu'on est aux États-Unis, vous êtes viré. Donc vous devez court-circuiter votre manager. C'est ce que je vous demande. Les managers ne sont pas là pour être des contraintes, ils sont là pour faciliter les choses et pour s'effacer. D'accord ? Donc si on peut éviter de les faire travailler, c'est mieux. Donc c'est ça votre métier. C'est très facile à dire, c'est très difficile à faire, bien évidemment, dans des organisations. Mais c'est ça la tête. C'est avoir la vision systémique. Et permettre aux salariés de répondre à ces problèmes systémiques. Les relations sociales, vous l'avez dit, il y a beaucoup de circonstances de la vie dans lesquelles on a besoin d'être en face d'un être humain. Pas toujours. Pas toujours. Il faut arrêter avec les discours lénifiants du type dans la relation bancaire, j'ai besoin d'humanité. C'est faux. Je n'ai absolument pas besoin d'humanité dans la relation bancaire. J'ai besoin d'une technologie qui marche et qui soit simple. Je peux voir mon conseiller client une fois tous les 20 ans, mais pas plus. Enfin, dans l'assurance, encore pire. Dans l'assurance, quand j'ai un pneu qui crève, je ne veux surtout pas parler à quelqu'un, pitié, pas à un humain, surtout pas. Je veux juste envoyer une photo et qu'il m'envoie. Voilà. Donc il ne faut pas tomber, si vous voulez, dans ces idées très sympathiques, mais qui n'ont aucune valeur. En revanche, dans beaucoup de circonstances de la vie, dans beaucoup de secteurs, hein, dans la santé, dans le droit, dans l'éducation, et parfois dans le commerce, pas tout le temps. C'est là que l'usage, comme vous l'avez très bien montré, de l'intelligence artificielle et des outils devient très intéressant. J'étais très marqué par ce que vous avez dit sur la prospection. Si une IA peut faire un envoi de mailing et peut faire un peu de prospection toute seule, génial, super. Vous ferez des choses plus intéressantes. Voilà. Et plus productives. Et plus épanouissantes. Donc, on a besoin d'interaction sociale. Ça veut dire qu'on a besoin de gens qui ont des qualités. Parce que là aussi, il ne faut pas tomber. L'interaction sociale... Alors, vous avez dit, il faut de l'empathie et de la bienveillance. C'est vrai, mais c'est absolument insuffisant. Parce que quelqu'un qui est empathique et bienveillant et qui n'a pas l'esprit de synthèse, par exemple, ça arrive tout le temps. Hein. Moi, ça ne m'intéresse pas. Hein. Je n'ai pas envie de parler 45 minutes avec un commercial. J'ai besoin de le voir, mais j'ai besoin d'avoir des solutions à mon problème. Donc oui, il faut qu'il soit sympa. Absolument, vous avez tout à fait raison. Il faut qu'il soit empathique, c'est une très grande valeur. Surtout dans cette période où les gens sont complètement flippés, se posent des questions sur leur travail, sur leur couple, il n'y a rien qui va, etc. Donc, ils ont besoin, je terminerai par là, ce sera ma conclusion. Ils ont besoin, donc je suis sûr de vous accrocher jusqu'à la fin, et ils ont besoin d'avoir cette relation. Mais il faut aussi des gens débrouillards qui savent résoudre des problèmes, qui sont synthétiques, etc. Donc ça demande beaucoup de qualité. C'est pas facile. C'est pas facile. Ça demande des vraies qualités. Et puis, je vous disais la main. Pourquoi ? C'est ce qu'on appelle en technologie le paradoxe de Moravec. Les machines, elles savent plus facilement faire des choses qui nous semblent compliquées. Et parfois, des choses qui nous paraissent très simples sont infiniment difficiles à coder. Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce que c'est qu'un être humain ? Un être humain, c'est le produit biologique d'une évolution qui a commencé il y a plusieurs millions d'années. D'accord ? C'est pour ça que c'est une machine extrêmement complexe. Parce que c'est une machine évolutionniste qui est très très vieille et qui s'est adaptée en permanence à son environnement. Et donc, il y a des choses qui nous paraissent très simples, mais qui sont très difficiles à programmer, puisque du point de vue moteur et du point de vue cognitif, c'est très difficile. L'exemple que prend Moravec, c'est casser des œufs sans mettre de coquille. C'est très simple, et pourtant, alors une machine peut le faire, mais c'est très cher, et elle fera au mieux la même chose qu'un humain. Moi, ma femme est vitrailliste. Elle est artisan, elle fait des vitraux. On découpe le verre aujourd'hui comme au XIIe siècle. C'est exactement la même chose. On fait une trace sur le verre pour le fragiliser, et ensuite on le coupe en deux. Parfois on en casse, ça ne marche pas. Mais un humain saura tout. C'est pas un geste très compliqué. Et puis si on casse, c'est pas grave. On prend un autre morceau de verre et on recommence. Donc il n'y a pas d'enjeu, si vous voulez, pour la technologie. On ne va pas investir pour remplacer les vitraillistes, si vous voulez. Il n'y a pas d'enjeu. D'accord ? Pour faire du diagnostic médical, il y a un enjeu. Bien sûr. Pour faire des vitraux, il n'y a pas d'enjeu. Donc, la tête, le cœur et la main. Et si vos enfants savent faire les trois, le XXIe siècle est à eux.
Non, mais là, je parle très sérieusement. Le 21e siècle est à eux. C'est-à-dire qu'ils auront des vies très épanouissantes et ils seront très riches. Et les deux, c'est bien. Les deux sont parfaitement complémentaires. D'accord ? L'un sans l'autre, ça ne va pas. Mais si vous avez les deux, c'est bien. Donc, il faut vraiment leur dire ça. Qu'est-ce que ça signifie en matière de management, concrètement en matière de management des entreprises ? Ça veut dire que il faut qu'on ait un management qui valorise mieux ses compétences humaines. Or, aujourd'hui, il y a une grande injonction contradictoire dans les entreprises, pour être tout à fait honnête. Alors, c'est très facile à dire pour moi et c'est très difficile à faire pour vous, hein, bien sûr, évidemment. Mais il y a quand même une grande injonction contradictoire. D'un côté, on dit aux collaborateurs, sois autonome, sois créatif, sois audacieux, prends des initiatives. Et de l'autre, comme vous savez, les process, les reportings, les réunions qui servent à rien, empêchent absolument les salariés de répondre aux exigences que vous leur demandez. Et donc là, vous avez une injonction contradictoire qui est mal vécue. Parce que quand on vous dit d'être audacieux, d'être créatif, etc., et que la moitié du temps, c'est des process, évidemment, c'est quelque chose qui est tout à fait mortifère. Le process n'est pas mauvais en soi. Ce qui est mauvais, c'est l'excès de process. Ce qui est mauvais, c'est quand le process prend le pas sur le bon sens. Ce n'est pas le process qui est mauvais, hein. Des process, il en faut. C'est absolument indispensable. D'accord ? Ce qui est insupportable, c'est quand vous êtes dans un hôtel, dans un séminaire, comme ici, tout le monde a dormi à l'hôtel, vous laissez une note de 100 000 €, vous prenez un café, en plus, et vous demandez qu'il soit mis sur la note de hôtel, et on vous dit « Ah non, désolé, on ne peut pas, c'est le process. » Ah. Ça, c'est insupportable. Ça, c'est insupportable. Et vous savez d'ailleurs, si je passe rapidement le point Godwin, que vous avez une philosophe qui a écrit un très grand livre là-dessus, c'est Hannah Arendt, qui, vous savez, est allée suivre le procès Eichmann. Alors, c'est vraiment le point Godwin, donc évidemment, il n'y a aucune analogie avec l'entreprise, ce serait stupide, c'est juste pour faire comprendre que le process, à l'extrême, poussé à l'extrême, peut être dangereux. Qu'a dit Eichmann ? Eichmann a dit, attendez, moi, j'ai rien contre les juifs, hein. C'est pas mon problème. Moi, j'étais responsable de la logistique, de l'organisation, de l'acheminement des convois. Il y avait des process, je me suis occupé de ça. Voilà. Donc, vous voyez que... Alors, évidemment, il a été condamné à mort quand même. Pourquoi est-ce qu'il a été condamné à mort quand même ? Parce que les juges ont considéré, à fort juste titre, qu'on ne pouvait pas se couvrir derrière le process en totalité. Et qu'on ne pouvait pas s'abstraire du sens, en l'occurrence, déporter des gens parce qu'ils sont juifs. Alors, je prends un exemple, évidemment, qui est extrême, qui est abominable, mais l'argument... D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'Hannah Arendt avait raison historiquement, d'ailleurs, sur Eichmann, mais peu importe. L'argument est grandiose. L'argument du process qui ne peut en aucun cas se substituer au but ultime ou servir de paravent au but est un argument qui est absolument génial. On oublie Eichmann et le point Godwin. C'est la même chose dans les entreprises. J'ai raconté ça dans les Échos avant les vacances. Quand je ramène une voiture à un loueur de véhicules, c'est passionnant, hein, comme métier, hein, c'est ce qu'il y a de pire. Et en termes d'expérience client. Et donc, quand j'ai une voiture qui tombe en panne, que je la ramène et que la personne derrière le comptoir me dit est-ce que vous avez bien pensé à faire le plein ? Bon, donc je lui dis non. Oh, j'y avais pas pensé, quoi, honnêtement. Passer la matinée à conduire pour ramener votre voiture pourrie, donc non. C'est vrai que ça... Et elle m'avait dit vous avez raison, je comprends parfaitement, mais c'est le process. Allez faire le plein, revenez avec la note, on fera une demande la semaine prochaine pour que vous soyez remboursé. C'est génial comme truc. Non, mais c'est génial. Je les prends tout le temps maintenant Europcar pour voir jusqu'où ça va. En termes de service client. Parce que alors, moi, l'avantage dans mon métier, c'est que je fais de l'économie circulaire, je peux tout recycler. Donc, même les très mauvaises expériences. Donc, c'est passionnant. C'est passionnant. Vraiment, le truc, mais qui est complètement absurde. Et on vous dit, vous avez raison. Mais le process, le problème, c'est qu'il est immuable. Donc, désolé, les 40 €, on ne peut pas, là, vous en faire cadeau. Alors là, le jour où vous avez une start-up disruptive qui s'intéresse sérieusement au marché de la location de voitures, la boîte, qui ne vaut pas grand-chose en bourse, mais qui vaut trop d'ailleurs, elle est morte, quoi. Non, je veux dire, c'est terminé. C'est complètement terminé. Il faut valoriser, en termes de management, et les trois aspects que je vais citer sont absolument complémentaires. Le sens, l'autonomie et l'autorité. Le sens, parce que
On est dans une période de destruction créatrice. La destruction créatrice, l'innovation, ça n'a pas de sens en soi. C'est de l'innovation, c'est tout. La transformation, on me fait intervenir dans tout un tas de forums sur la transformation digitale. C'est très faible, la transformation digitale. C'est pas un projet. C'est pas un projet de se transformer. Le projet, c'est de se transformer en quelque chose. C'est ça qui a un sens. C'est une transformation en quoi? Motiver, ça vient du latin movere. Aller quelque part. Vous ne pouvez pas motiver les gens s'il n'y a pas un but, s'il n'y a pas un projet d'entreprise. C'est pareil en politique. Quel est le drame des libéraux et des progressistes comme moi? Et notre désavantage par rapport aux populistes, c'est que les populistes, ils ont un truc qu'ils savent vachement bien faire. Donner du sens. Make America Great Again. C'est pas, pour ceux qui ont la gentillesse de me suivre, le président Trump n'est pas mon type d'homme politique. Mais c'est génial. Parce que c'est clair. Parce que c'est précis. Parce que c'est cohérent. Parce que ça fait sens. Ça fait sens. Moi, les gens pour qui je vote, ceux dont je partage les idées, ils nous proposent de moderniser et de transformer. Ça n'a aucun sens. Moderniser n'a pas de sens. Transformer n'a pas de sens. Quand Elon Musk dit « je fais SpaceX parce que je veux coloniser Mars », on peut ne pas adhérer, moi je trouve ça génial, on peut ne pas adhérer à ce projet, mais il y a un projet. Coloniser Mars, c'est un projet. Sans aucun doute. Et ceux qui sont passionnés par ça, ils ont envie d'aller bosser avec lui, alors qu'il est tyrannique, qu'il ne paye pas, que ses boîtes perdent de l'argent, qu'il fume du cannabis, etc. Le sens. L'autonomie. Ben oui, parce que si vous voulez être différent de l'intelligence artificielle, si vous voulez que vos salariés soient différents, il ne faut pas leur dire quelqu'un qui dit codement derrière un comptoir, c'est le process, ça ne sert à rien. Je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas recruter des gens pour ça. Mettez un algorithme, un avatar, un petit robot mignon, mais prenez pas des gens pour ça. Il faut prendre des gens pour ne pas respecter le process quand, une fois sur 100, il ne faut pas le respecter. 99 fois sur 100, il faut le respecter. Une fois sur 100, il ne faut pas le respecter. On recrute les humains pour une fois sur 100. Ça demande de leur faire confiance. Et là, je m'arrête une toute petite seconde. J'ai encore 5 minutes. Je m'arrête une toute petite seconde. Parce que la confiance, tout le monde en parle. Mais on ne la pratique pas. L'étymologie de confiance, c'est fides, c'est la foi. La confiance, c'est un pari. Vous connaissez la phrase de Lénine ou attribuée à Lénine, la confiance n'exclut pas le contrôle. Eh bien, si. Justement, si. La confiance exclut le contrôle. La confiance, c'est un pari. Je vous fais confiance. On se fait confiance. Je ne sais même pas si on a signé un contrat ce soir. J'en sais rien. Je suis venu. Parce qu'il y a une relation de confiance. Il faut faire confiance a priori et vous retirez votre confiance quand elle a été trompée. Parce qu'il y a des tas de gens qui trompent notre confiance. D'accord? Et là, évidemment, il faut sévir, voire s'en séparer. Mais il faut faire confiance par principe. Si vous n'avez pas confiance dans quelqu'un, il ne faut pas travailler avec lui, il ne faut pas le recruter. On recrute que des gens dont on juge à tort ou à raison. Parfois à raison et parfois à tort. C'est comme ça. Il faut faire ce pari de la confiance. J'étais très frappé par une expérience quand on a publié La Comédie inhumaine il y a 1 an et qu'on développait cette question d'autonomie avec ma co-auteure. Je me suis retrouvé dans un hôtel. Vous savez, quand vous arrivez, qu'est-ce que c'est le problème quand vous arrivez à Londres, à Genève ou à New York, à l'hôtel? C'est que vous avez oublié votre adaptateur. Moi, c'est bizarre, j'en ai 15 chez moi, ils ne sont jamais dans la valise. Et donc, vous êtes fatigué, vous voulez recharger votre smartphone, etc. Et personne qui m'apporte le room service, je lui dis, j'ai pas d'adaptateur, est-ce que vous pourriez m'en prêter un? Et elle me dit, non, je vais vous en donner un. Comme ça, pour la suite de votre voyage, vous en aurez un. Et je croise au petit déjeuner le lendemain le directeur de l'hôtel qui me dit, mais vous savez, donc je lui dis, c'est vraiment, c'est génial comme truc. Et il me dit, je laisse à tous les personnels de l'hôtel une enveloppe de 2000 € par an. Je ne veux pas savoir ce qu'ils en font, c'est pour résoudre les problèmes des clients. Génial. C'est une idée, donc on est dans l'autonomie.
Pour des gens, ce n'est pas des métiers forcément très qualifiés. Femme de chambre, c'est pas un métier. Serveur, c'est pas des métiers très qualifiés. C'est pas grave. C'est quand même des gens en qui on doit pouvoir avoir confiance. Et d'ailleurs, réfléchissez, pour ceux d'entre vous qui sont en couple, réfléchissez à ce que ça signifie, la phrase de Lénine, la confiance n'exclut pas le contrôle. Vous savez que vous avez aujourd'hui des mouchards, vous pouvez, si vous réussissez à choper le portable de votre conjoint 10 minutes, vous pouvez installer sur votre téléphone un mouchard et vous allez recevoir tous ces SMS et tous ces mails. Et ça, c'est très intéressant, parce que vous êtes sûr d'aller à la séparation, certain. Vous avez une relation qui se passe merveilleusement bien, et vous êtes sûr qu'au bout d'un mois, vous n'êtes plus ensemble. Pourquoi? Mais parce que on a tous besoin d'avoir notre propre environnement. Tous. Tous. Et quand vous êtes trompé par votre conjoint, ben, vous finissez par le savoir de toute façon. Donc là, vous en expliquez, vous le larguez, vous la larguez, etc. Mais c'est comme dans le salariat. C'est a posteriori, c'est pas a priori. Mais il ne faut pas surveiller votre conjoint en se disant « je vais surveiller, vérifier qu'elle n'a pas l'idée de me tromper ». Parce qu'en plus, il l'a. Non, mais 100%, on a des sondages là-dessus qui montrent que l'idée, tout le monde l'a. Donc, mais il y a un énorme hiatus entre l'idée et le passage à l'acte. C'est ça qui est bien. Énorme. Vous avez 95% des gens qui ont l'idée, 15% qui passent à l'acte. Donc il ne faut pas s'en soucier, quoi. L'écart est tellement grand que ce n'est pas un truc qu'il faut regarder. C'est pareil dans le domaine des relations d'entreprise. Il ne faut pas fliquer les gens. Si ils n'ont pas été dignes de votre confiance, là, en revanche, il faut prendre des décisions qui s'imposent. D'où la troisième notion, celle d'autorité. Moi, je n'achète pas le discours sur l'horizontalité partout. Hein. Je pense qu'une entreprise, c'est une organisation. Et donc, il y a une verticalité. C'est ça qui est compliqué dans l'entreprise. Justement, c'est ça qui est compliqué. C'est qu'il faut laisser de l'autonomie, mais en même temps, avec une certaine forme de verticalité. C'est pareil en politique. Hein. Moi, je ne pense pas qu'on doit faire de la politique pour demander aux gens ce qu'ils pensent. Hein. Je pense que la politique, c'est proposer quelque chose aux gens et ils choisissent. Et bien, je pense que l'entreprise, c'est pareil. L'entreprise, c'est proposer un projet à des clients et à des collaborateurs. Et les clients, ils le prennent ou pas, et les collaborateurs, ils y adhèrent ou pas. Mais je ne pense pas que ce soit demander son avis à tout le monde. Je pense que si on n'est pas capable de développer un projet politique, il ne faut pas faire de politique. Si on n'est pas capable de développer un projet d'entreprise, il ne faut pas être dirigeant d'entreprise. C'est pas grave, il y a d'autres choses formidables dans la vie. Il faut faire autre chose. Le problème, en fait, il n'est pas là. Et là, on va se parler franchement, puisque je vais conclure, et maintenant on peut se dire des choses désagréables. Le problème, c'est que les 2/3 des managers ne sont pas bons. Et bah oui, mais j'adore les haussements de la tête énormes. Dès qu'on passe le 4e rang, que les gens considèrent qu'ils sont moins vus, alors là, c'est... Mais je sais, hein, je connais le truc. Mais pourquoi ils ne sont pas bons, vos managers? Parce qu'ils n'ont absolument pas été nommés en fonction de leur qualité de manager. Voilà pourquoi. Parce que, en France, on considère qu'un bon technicien va faire un bon manager. C'est très curieuse, hein. Si vous prenez, moi, si demain vous me mettez dans une salle d'opération, je ferai un mauvais chirurgien. Je vais même tuer la personne, sans doute, je pense. Alors quand je le dis, ça semble logique. Eh bien, les entreprises font très exactement ça. Une carrière ascendante, avec une trajectoire salariale notamment ascendante, passe par du management. Évidemment, on fait des catastrophes industrielles en chaîne. Hein. Parce qu'on nomme une année... Je trouve que dans mes activités, j'ai un cabinet de conseil notamment, on travaillait pour Air France, ils n'avaient rien trouvé de mieux que de mettre des pilotes managers. Alors là, c'était le truc de dingue, quoi. Truc de dingue, parce que pilote, c'est un métier de technicien, d'ingénieur. C'est pas du tout un métier de manager, ça n'a absolument rien à voir. C'est des gens qui sont passionnés par leur métier, par leurs produits, mais pas par l'organisation. D'ailleurs, vous voyez bien, et ce que je dis là n'est pas du tout une critique, mais que ils font beaucoup de mouvements sociaux, etc., et parfois un peu en dépit du bon sens, parce que, et c'est pas grave, hein, je comprends, mais c'est pas leur truc, l'organisation, la gestion d'entreprise, c'est pas leur truc, ils font autre chose, et ils le font très bien, d'accord? Donc si vous mélangez les genres, ça peut pas fonctionner. Donc il vaut mieux moins de managers, et de meilleurs managers, et récompenser des gens
qui trouvaient les moyens de récompenser de bons techniciens. On est dans une économie, et là je conclus, où vous avez besoin des meilleurs pour servir votre projet d'entreprise. Parce qu'en fait, la vraie guerre aujourd'hui, c'est ça, c'est la guerre des talents. Surtout dans un contexte de plein emploi. Alors, dans beaucoup de pays, vous êtes au plein emploi. En France, on n'est pas au plein emploi, mais on a quand même des tensions sur le marché du travail qui sont très importantes. Vous avez peut-être vu ces chiffres de la BPI, la Banque publique d'investissement. Pour 60% des entreprises, le recrutement, c'est le principal frein à la croissance. Ça n'est pas un frein à la croissance. C'est le principal frein à la croissance. 60% des entreprises. Donc on a une tension aujourd'hui qui est très forte sur le marché du travail. Tout simplement parce que le marché du travail en France, il est complètement dual. Vous avez le marché des personnes qualifiées, il est au plein emploi. Et le marché des personnes pas qualifiées, il a un taux de chômage important. Mais les personnes qui sont qualifiées, leur marché, il est au plein emploi. Donc il y a des tensions qui sont très fortes, y compris, ce n'est pas une question de profession intellectuelle, c'est des professions manuelles, qualifiées. Le marché, il est au plein emploi. Donc ça n'a rien à voir avec le niveau de diplôme, etc. Ça a à voir avec la qualification. Et donc, il y a aujourd'hui une vraie bataille pour attirer les meilleurs. Les meilleurs, qu'est-ce qu'ils veulent? Contrairement à ce que croient beaucoup de gens. Ils ne veulent pas nécessairement un baby-foot, s'en foutent, s'il y en a un, c'est bien, mais voilà. Ils ne veulent pas nécessairement une cantine bio, c'est très bien s'il y a une cantine bio, mais c'est pas ça. Jamais personne de talentueux n'a quitté une entreprise parce qu'il n'y avait pas de baby-foot, ça n'existe pas. Ou parce qu'il n'y avait pas de cours de yoga le midi, ou parce qu'il n'y avait pas de Chief Happiness Officer. Ça n'existe pas. Chief Happiness Officer, d'ailleurs ça n'existe pas, Chief Happiness Officer, puisque là, ça n'existe pas. Il y a des gens qui ont ce métier-là, mais ce métier-là ne peut pas exister. Puisque la recherche du bonheur est quelque chose qui n'existe pas, ce que montre très bien la philosophie, les recherches neurologiques, etc. Les gens les plus malheureux sont ceux qui cherchent le bonheur, parce que quand vous cherchez le bonheur, vous avez des effets retours qui sont absolument terrifiants, vous ne le trouvez pas, donc vous êtes plus malheureux, etc. Donc, non, mais c'est très sérieux, c'est jamais chercher le bonheur. Le bonheur arrive par surcroît. Il faut chercher le sens, l'épanouissement, l'autonomie, la liberté, et peut-être le bonheur viendra. Et s'il ne vient pas, c'est pas grave, vous avez des gens qui... Jean Moulin ne cherchait pas le bonheur. Voilà. Donc c'est des choses plus grandioses dans la vie que de chercher le bonheur, franchement. Donc c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est d'avoir un projet, de donner du sens, que les gens aient des bonnes conditions de travail, qu'on leur laisse de l'autonomie. C'est ça qui est important. Et attirer les meilleurs, c'est plus important que les fidéliser. C'est plus facile. Parce que fidéliser les gens, ça devient très compliqué, parce qu'on est dans une société de l'infidélité. Infidélité en tant que consommateur, il n'y a plus de fidélité dans le domaine de la consommation. On n'est pas fidèle à Apple, on est fidèle aux iPhones. Et le jour où des iPhones ne nous rendent plus les services que l'on juge être ceux qui doivent être rendus par un smartphone, on passera à Samsung, à Huawei, etc. Il n'y a pas de fidélité aux marques. Plus de fidélité aux marques. Il n'y a plus de fidélité politique. Vous avez entre 40 et 50% des gens qui changent leur projet de vote entre le début d'une campagne et la fin d'une campagne aujourd'hui. C'est très nouveau. Moi, mes parents étaient de droite, mes beaux-parents étaient de gauche. C'est un truc identitaire. Vous voyez? Aujourd'hui, ça ne se passe plus comme ça. Les gens changent leur vote. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous voyez beaucoup de politiques, y compris au plus haut. D'ailleurs, Emmanuel Macron a été un avatar de ça, qui arrive au dernier moment. D'accord? Parce qu'il y a une demande de renouvellement, de nouveauté, on veut être surpris, etc. Donc vous avez quelque chose de très nouveau, mais qu'on voit dans tous les pays du monde aujourd'hui. D'accord? Je passe là-dessus, on est un peu moins fidèles dans nos vies sentimentales. Et surtout, ce qui est important pour vous, ça c'est important, mais en tout cas pour le débat de ce soir, c'est le fait que nos collaborateurs sont de plus en plus infidèles. Et c'est pas grave. C'est pas grave d'être infidèle à une entreprise. Nos collaborateurs ont le droit de partir. Ce qui est grave, c'est de ne pas tenir ses engagements. Pas tenir ses engagements, c'est pas bien. Ça, faut pas le faire. C'est pas bien et c'est pas efficace. Mais démissionner, demander une rupture conventionnelle, ça, les salariés peuvent le faire. Qu'est-ce que ça signifie en termes de RH? Ça veut dire que si on veut en réalité fidéliser les gens, le seul moyen de les fidéliser, qu'est-ce que c'est?
c'est de leur donner les moyens de partir. C'est de dire aux gens, viens chez moi, parce que c'est super, il y a un super projet, et en plus, tu vas acquérir une expérience qui va te permettre de partir. Si vous proposez une expérience qui permet de partir, et que les gens veulent partir, et qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils restent. Puisque pour partir, vous êtes obligé de rester. Voilà, je m'arrête.